La pluie tambourinait contre les baies vitrées du bureau directoriel, offrant à Gabriel Moreau une vue mélancolique sur les toits de Lyon. À 36 ans, cet homme aux traits aristocratiques et au regard d'acier dirigeait l'empire hôtelier Chêne-Moreau avec une précision chirurgicale. Ses cheveux bruns, légèrement grisonnants sur les tempes, encadraient un visage sculpté par les responsabilités et les déceptions. « Monsieur Moreau, votre mère insiste pour que vous assistiez au gala de bienfaisance ce soir », annonça sa secrétaire depuis l'interphone, sa voix trahissant une pointe d'appréhension. Gabriel ferma les yeux, sentant la familière étreinte de l'exaspération lui serrer la poitrine. Ces événements mondains n'étaient que des théâtres où les mères de la haute société paradaient leurs filles célibataires, espérant décrocher le gendre parfait. Et lui, Gabriel Moreau, héritier d'un empire hôtelier, demeurait le trophée le plus convoité. « Dites à ma mère que j'ai des obligations professionnelles urgentes », répondit-il d'une voix lasse. Il se leva de son fauteuil en cuir italien et se dirigea vers la fenêtre. 20 ans. Voilà 20 ans qu'il avait assisté au divorce spectaculaire de ses parents, orchestré comme une bataille juridique impitoyable, où l'amour n'avait été qu'un mot vide de sens. Ce jour-là, dans cette même pièce, il s'était fait une promesse solennelle. Jamais il ne se marierait. Jamais il ne deviendrait l'ombre brisée qu'était devenu son père. Le téléphone sonna, interrompant ses sombres pensées. C'était Marc Dubois, le directeur général de la chaîne. « Gabriel, nous avons un problème avec l'hôtel Lit Bleu à Collioure. Les clients se plaignent du service et les recettes sont en baisse de 15% ce trimestre. » Gabriel fronça les sourcils. Collioure, cette petite ville méditerranéenne où il avait installé l'un de ses établissements les plus intimistes, représentait bien plus qu'un simple investissement. C'était son refuge secret, loin du tumulte parisien et des regards inquisiteurs de la haute société. « Envoyez-moi le rapport détaillé, je vais m'en occuper personnellement », déclara-t-il, une idée germing dans son esprit. Après avoir raccroché, Gabriel contempla la photographie encadrée sur son bureau, lui-même à 10 ans, souriant innocemment aux côtés de ses parents avant que tout ne s'effondre. Cette image lui rappelait l'homme qu'il aurait pu devenir si la vie ne l'avait pas endurci. Une inspiration subite le traversa. Et si cette mission à Collioure était exactement ce dont il avait besoin, une échappatoire à cette existence suffocante, une chance de redevenir anonyme, ne serait-ce que temporairement? Il décrocha son téléphone et composa le numéro de l'hôtel. « Hôtel Lys Bleu, Anaïs à votre service. Bonjour, je souhaiterais réserver une chambre pour une semaine, à partir de demain. Au nom de Monsieur G. »« Parfait, monsieur. Puis-je vous demander vos préférences ?»« La discrétion absolue, » répondit Gabriel, surpris par la fermeté de sa propre voix. Le lendemain matin, il glissa sa BMW dans le parking de l'aéroport, abandonnant ses costumes sur mesure pour des vêtements plus décontractés. Pour la première fois depuis des années, Gabriel Moreau se sentait libre. Libre de ses obligations, de son nom, de son héritage. L'avion décolla vers Perpignan, et avec lui, l'espoir secret d'une renaissance. Gabriel ignorait encore qu'à Collioure l'attendait une jeune femme aux yeux noisettes qui bouleverserait à jamais ses certitudes les plus profondes. Alors que l'appareil survolait les Pyrénées, Gabriel ferma les yeux et murmura une prière silencieuse. Non pas pour le succès de sa mission professionnelle, mais pour trouver, ne serait-ce qu'un instant, l'homme qu'il avait cessé d'être. Le soleil méditerranéen caressait les façades colorées de Collioure lorsque Gabriel descendit du taxi qui l'avait conduit depuis l'aéroport de Perpignan. L'air salin emplissait ses poumons, chassant les derniers relents de stress parisien. Devant lui se dressait l'hôtel Lys Bleu, niché dans la pittoresque rue des Pêcheurs, ses murs ocre se fondant harmonieusement dans le paysage côtier. L'établissement, plus modeste que les palaces parisiens qu'il fréquentait habituellement, possédait un charme authentique qui le séduisit immédiatement. Des bougainvilliers violets grimpaient le long de la façade, et le murmure des vagues toutes proches créait une mélodie apaisante. « Monsieur G, je présume ». Une voix chantante le tira de sa contemplation. Derrière le comptoir de la réception se tenait une jeune femme brune, aux traits fins, vêtue de l'uniforme bleu marine de l'hôtel.
En effet, répondit Gabriel surpris par la simplicité de cet accueil, si différent des courbettes obséquieuses auxquelles il était accoutumé. Je suis Anaïs, la réceptionniste. Votre chambre est prête, au 2e étage, avec vue sur la mer. Le restaurant ferme à 22 heures et le petit déjeuner est servi jusqu'à 10 heures. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez savoir? Gabriel secoua la tête, amusé par cette efficacité dénuée de flagornerie. En gravissant l'escalier en bois ancien, il observait discrètement les lieux. Les couloirs étaient propres mais modestement décorés. Les tapis légèrement usés témoignaient d'années de passage. Il comprenait mieux les plaintes des clients habitués au luxe ostentatoire. Sa chambre, bien que spartiate, offrait effectivement une vue splendide sur la Méditerranée. Gabriel posa sa valise et s'installa quelques instants sur le petit balcon, savourant cette tranquillité qu'il avait presque oubliée. Pour la première fois depuis des mois, son téléphone resta silencieux. L'estomac réclamant son dû après le voyage, il descendit vers le restaurant de l'hôtel. La salle à manger, décorée dans les tons bleus et blancs typiques de la région, accueillait une dizaine de convives. L'ambiance était feutrée, presque familiale. « Bonsoir, vous désirez une table ?» Gabriel se retourna et son souffle se coupa. Devant lui se tenait une jeune femme aux cheveux châtains remontés en chignon désordonné, quelques mèches rebelles encadrant un visage aux traits délicats. Ses yeux noisettes pétillaient d'une vivacité qui tranchait avec la fatigue visible sur ses traits. Elle portait l'uniforme du restaurant avec une élégance naturelle qui n'échappa pas à Gabriel. « Oui, s'il vous plaît » parvint-il à articuler, troublé par cette présence inattendue. « Suivez-moi » dit-elle en le guidant vers une table près de la fenêtre. « Je suis Élodie, je m'occuperai de vous ce soir. » Le prénom résonna agréablement dans l'esprit de Gabriel. Élodie. Il y avait quelque chose de musical dans cette sonorité, quelque chose qui contrastait avec les prénoms composés et prétentieux de son cercle habituel. « Et puis-je vous proposer notre spécialité? Des anchois de Collioure avec une tapenade maison? »« Volontiers », répondit Gabriel, captivé par le sourire sincère de la jeune femme. Pendant qu'elle s'éloignait vers les cuisines, Gabriel l'observa discrètement. Sa démarche était gracieuse malgré la fatigue et elle semblait connaître chaque client par son prénom. Elle échangeait quelques mots avec un couple âgé, riait avec un touriste allemand, réconfortait une dame seule. Une vraie professionnelle, pensa-t-il, mais surtout une personne authentique. « Voici vos anchois », annonça-t-elle en revenant, « et j'ai pris la liberté de vous apporter un petit rosé de Banyuls. Il se marie parfaitement avec le poisson. »« Merci, c'est très attentionné de votre part. » Élodie rougit légèrement face au compliment. « C'est normal, nous aimons que nos clients se sentent chez eux. Vous venez de loin ?» Gabriel hésita un instant. « De Lyon » mentit-il partiellement, préférant taire son adresse parisienne. « Ah, la ville des Lumières, j'ai toujours rêvé d'y aller. Bon appétit, monsieur. G. Appelez-moi simplement G. » Un sourire amusé éclaira le visage d'Élodie. « Très bien, monsieur G. J'espère que vous apprécierez votre séjour parmi nous. » Tandis qu'elle s'occupait d'autres tables, Gabriel dégusta son repas, mais son attention ne quittait pas la jeune serveuse. Il y avait en elle une grâce naturelle, une gentillesse spontanée qui le touchait profondément. Quand avait-il rencontré pour la dernière fois quelqu'un d'aussi authentique? La soirée avançait et les clients se faisaient rares. Élodie vint débarrasser sa table, et Gabriel remarqua ses mains légèrement tremblantes de fatigue. « Longue journée » demanda-t-il avec bienveillance. « Comme toutes les autres » soupira-t-elle, puis se reprit aussitôt. « Mais j'aime ce que je fais. Et vous, que vous amène à Collioure ?» Gabriel chercha ses mots. Comment expliquer qu'il fuyait une existence dorée mais vide de sens? « J'avais besoin de changer d'air » dit-il finalement. Élodie hocha la tête avec compréhension. « C'est le bon endroit pour ça. Cette ville a quelque chose de magique. Elle guérit les âmes fatiguées. » Ces mots touchèrent Gabriel plus profondément qu'elle ne pouvait l'imaginer. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vu, compris, sans avoir besoin de révéler son identité ou sa fortune. Le lendemain matin, Gabriel se réveilla avec une sensation inhabituelle, la sérénité. Les rayons dorés du soleil méditerranéen filtraient à travers les rideaux blancs et le chant des mouettes remplaçait agréablement le vacarme parisien. Pour la première fois depuis des années,
Il n'avait pas consulté son téléphone avant même d'ouvrir les yeux. Il descendit pour le petit déjeuner, espérant secrètement croiser Élodie. Le restaurant baignait dans une lumière douce et l'odeur des croissants frais embaumait l'air. Malheureusement, c'était Anaïs qui officiait ce matin-là. « Bonjour, monsieur G. Bien dormi? Le petit déjeuner continental vous convient-il? » « Parfaitement, merci. Élodie ne travaille pas ce matin ?» Anaïs sourit avec malice. « Elle ne prend son service qu'à midi. Vous semblez l'avoir remarqué hier soir. » Gabriel rougit malgré lui. « Elle paraît très professionnelle, c'est tout. »« Oh, Élodie est bien plus que professionnelle. C'est le cœur de cet établissement. Sans elle, je ne sais pas comment nous ferions. » Cette remarque intrigua Gabriel. Il s'installa à une table et commanda un café tout en observant discrètement les alentours. L'hôtel fonctionnait correctement, mais il notait déjà plusieurs détails qui expliquaient les plaintes. Le service au petit déjeuner était lent, les nappes légèrement tachées, et l'accueil, bien que chaleureux, manquait de professionnalisme dans les détails. Après le petit déjeuner, Gabriel décida d'explorer Collioure. Il flâna dans les ruelles pavées, admirant les façades colorées et les barques de pêcheurs amarrées dans le petit port. Cette simplicité authentique contrastait violemment avec le luxe artificiel de son quotidien parisien. Vers 11 heures, il aperçut une silhouette familière qui sortait d'une petite épicerie, les bras chargés de sacs. Élodie. Elle portait une robe d'été simple, ses cheveux libres dansant dans la brise marine. Gabriel hésita un instant, puis s'approcha. « Bonjour Élodie, puis-je vous aider ?» Elle se retourna, surprise, mais visiblement ravie de le voir. « Monsieur G, que c'est gentil, mais je peux me débrouiller, merci. »« J'insiste, » dit Gabriel en prenant quelques sacs malgré ses protestations. « Où allons-nous ?»« Chez moi. Enfin, si cela ne vous dérange pas de faire un petit détour. » Ils marchèrent côte à côte dans les rues tranquilles. Gabriel apprit qu'Élodie vivait dans un modeste appartement à la périphérie de la ville avec sa sœur cadette, Margot, âgée de 19 ans. « Nos parents sont décédés dans un accident de voiture il y a 5 ans, expliqua-t-elle avec une tristesse maîtrisée. Depuis, je m'occupe de Margot. Elle étudie la pâtisserie à Perpignan. C'est une vraie artiste. » Gabriel fut touché par cette confidence spontanée. Dans son monde, les gens ne révélaient jamais leur vulnérabilité aussi facilement. « Cela a dû être difficile, » dit-il avec sincérité. « Au début, oui, mais nous nous sommes soutenus mutuellement. Et j'ai découvert que j'étais plus forte que je ne le pensais. » Ils arrivèrent devant un petit immeuble aux volets bleus délavés. L'appartement d'Élodie se trouvait au 3e étage et Gabriel remarqua son essoufflement dans les escaliers. Elle travaillait trop, c'était évident. « Voulez-vous entrer prendre un café ?» proposa-t-elle timidement. Gabriel accepta, curieux de découvrir son univers. L'appartement était minuscule, mais impeccablement tenu. Quelques photos de famille ornèrent les murs, et une bibliothèque débordait de livres de cuisine et de romans. Sur la table trônait un cahier ouvert rempli de recettes manuscrites. « Vous cuisinez ?» demanda Gabriel en observant les notes détaillées. « C'est ma passion secrète », avoua Élodie en préparant le café. « J'aimerais ouvrir ma propre pâtisserie un jour. Enfin, c'est un rêve un peu fou. Pourquoi fou? Parce que cela demande un capital que je n'ai pas. Et puis, qui dit que j'en serais capable ?» Gabriel l'observa attentivement. Cette jeune femme avait élevé sa sœur, travaillait sans relâche et gardait malgré tout des rêves plein les yeux. Comment ne pas admirer une telle force de caractère? « Les rêves ne sont fous que si on ne fait rien pour les réaliser, » dit-il doucement. Élodie lui servit son café dans une tasse dépareillée, mais propre. « Et vous, monsieur G, quels sont vos rêves ?» La question le prit de court. Ses rêves, il avait cessé d'en avoir depuis si longtemps qu'il ne savait plus comment répondre. « Actuellement, je rêve de simplicité, » avoua-t-il après un silence. « Comme c'est étrange. Moi, je rêve parfois de grandeur, et vous, vous rêvez de simplicité. » Ils échangèrent un sourire complice. Gabriel réalisa qu'il n'avait jamais eu de conversation aussi authentique avec une femme. Pas de sous-entendu, pas de calcul, juste une connexion humaine, sincère. « Il faut que j'y aille, » dit finalement Élodie en consultant sa montre. « Mon service commence dans 20 minutes. Je vous accompagne, » proposa Gabriel. Sur le chemin du retour, ils parlèrent de tout et de rien.
des livres qu'elle aimait, de ses souvenirs d'enfance, de ses projets pour Margot. Gabrielle se contentait d'écouter, fascinée par cette femme qui trouvait de la beauté dans les choses les plus simples. Devant l'autel, Élodie se tourna vers lui. « Merci pour votre aide ce matin et pour avoir écouté. Cela faisait longtemps que je n'avais pas parlé ainsi avec quelqu'un. Tout le plaisir était pour moi, » répondit Gabrielle, avec une sincérité qui le surprit lui-même. En la regardant disparaître dans l'autel pour se changer, Gabrielle sentit quelque chose d'inattendu naître en lui. Pour la première fois depuis des années, il avait envie de connaître vraiment quelqu'un, au-delà des apparences et des conventions sociales. Mais cette attirance le troublait profondément. Comment pouvait-il s'attacher à quelqu'un en se cachant derrière un mensonge? Et surtout, que se passerait-il quand elle découvrirait qui il était vraiment? Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine étrange et apaisante pour Gabrielle. Chaque matin, il prenait son petit déjeuner en observant discrètement le fonctionnement de l'hôtel, notant mentalement les améliorations possibles. Mais ses soirées appartenaient entièrement à Élodie. Elle avait pris l'habitude de s'attarder à sa table après le service, partageant avec lui des anecdotes sur les clients ou sur la vie à Collioure. Gabrielle découvrait une femme d'une intelligence vive, capable de déceler les subtilités humaines avec une acuité remarquable. « Le couple de la table 6, chuchota-t-elle un soir en débarrassant sa table. Ils font semblant d'être heureux, mais regardez comme ils évitent de se regarder dans les yeux. » Gabrielle suivit son regard et constata qu'elle avait raison. Cette capacité d'observation le fascinait. « Comment faites-vous ? Quand on travaille dans la restauration, on apprend à lire les gens. C'est une question de survie professionnelle, » expliqua-t-elle avec un sourire malicieux. « Et vous, monsieur G, dans votre métier à Lyon, vous devez aussi analyser les comportements, non ?» Gabrielle sentit un pincement au cœur. Ces mensonges commençaient à peser lourd sur sa conscience. « En quelque sorte, » répondit-il évasivement. Ce soir-là, après la fermeture du restaurant, Élodie proposa à Gabrielle une promenade sur la plage. La lune pleine illuminait les vagues d'un éclat argenté, et le bruit rythmé des flots créait une ambiance d'une intimité troublante. « J'adore ces moments », confessa Élodie en ôtant ses chaussures pour marcher pieds nus dans le sable. Après une journée passée à sourire et à servir, retrouver le silence de la mer, c'est comme une renaissance. Gabrielle l'observait avec admiration. Dans la lumière lunaire, elle paraissait encore plus belle, ses traits adoucis par cette sérénité qu'elle trouvait face à l'océan. « Vous ne vous sentez jamais seule ?» demanda-t-il doucement. Élodie s'arrêta et le regarda avec surprise. « Pourquoi cette question? Vous vous occupez de votre sœur? Vous travaillez sans relâche? Quand prenez-vous du temps pour vous ?» Un sourire mélancolique traversa le visage d'Élodie. « La solitude, c'est un luxe que je ne peux pas me permettre. Mais parfois, oui, il m'arrive de me sentir perdu, comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. » Gabrielle comprenait cette sensation mieux qu'elle ne l'imaginait. Lui aussi vivait depuis des années une existence qui ne lui appartenait pas vraiment. « Et Margot, elle comprend les sacrifices que vous faites pour elle? » Margot est jeune. Elle voit l'avenir avec l'optimisme de ses 19 ans. Parfois, je l'envie. Elle croit encore que tout est possible. « Et vous, vous n'y croyez plus ?» Élodie s'assit sur un rocher, les pieds encore dans l'eau tiède. Gabrielle s'installa à côté d'elle, troublée par cette proximité. « J'essaie de garder espoir. Mon rêve de pâtisserie, c'est ce qui me fait tenir. Même si c'est irréaliste, cela me donne une direction. » « Pourquoi irréaliste? Vous avez le talent, la passion, l'argent, monsieur G. Tout se résume toujours à l'argent. Pour ouvrir une pâtisserie, il faut un local, du matériel, un fonds de roulement. J'ai calculé, il me faudrait au moins 50 000 €. Avec mon salaire, même en économisant chaque centime, j'en aurais pour 15 ans. » Gabrielle sentit son cœur se serrer. Pour lui, 50 000 € représentaient une somme dérisoire, le prix d'un week-end dans certains palaces. Mais pour Élodie, c'était un rêve inaccessible. « Et si quelqu'un vous proposait de vous aider? Un investisseur, par exemple ?» Élodie secoua la tête avec véhémence. « Jamais. Je ne veux rien devoir à personne. Si je réalise ce rêve, ce sera par mes propres moyens. C'est une question de fierté. »
Cette réponse acheva de bouleverser Gabriel. Dans son monde, tout s'achetait, tout se négociait. Mais face à cette femme intègre, il réalisait la beauté de l'indépendance et de la dignité. « Vous me rappelez quelqu'un » dit-il sans réfléchir. « Ah oui? Qui donc » Gabriel hésita. Comment lui expliquer qu'elle lui rappelait l'homme qu'il aurait aimé être, l'homme qu'il était peut-être, sous les couches d'artifices et d'obligations sociales. « Quelqu'un que j'ai perdu de vue depuis longtemps » murmura-t-il finalement. Le silence s'installa entre eux, ponctué seulement par le murmure des vagues. Élodie tourna son visage vers Gabriel, et dans ses yeux noisettes, il lut une curiosité mêlée de tendresse. « Vous êtes mystérieux, monsieur G. Parfois, j'ai l'impression que vous portez un secret lourd. » Gabriel sentit sa gorge se nouer. Si elle savait, si elle découvrait qu'il était l'héritier d'un empire, qu'il possédait l'hôtel même où elle travaillait, que son salaire venait de sa fortune. « Nous avons tous nos secrets, » dit-il d'une voix rauque. « C'est vrai, mais les vôtres semblent vous faire souffrir. » Cette perspicacité le dérouta. Comment cette jeune femme parvenait-elle à percer ses défenses avec une telle facilité? « Et si nous parlions d'autre chose ?» proposa-t-il, cherchant à détourner la conversation. Élodie respecta son silence, mais Gabriel sentait son regard bienveillant posé sur lui. Ils restèrent ainsi un long moment, côte à côte face à l'immensité marine, chacun perdu dans ses pensées. Quand ils revinrent vers l'hôtel, Élodie s'arrêta devant l'entrée. « Merci pour cette soirée. J'ai rarement eu l'occasion de parler aussi librement avec quelqu'un. »« Moi aussi, » avoua Gabriel avec sincérité. Elle hésita un instant, puis se dressa sur la pointe des pieds pour déposer un baiser léger sur sa joue. « Bonne nuit, monsieur G. » Gabriel resta immobile, le cœur battant, longtemps après qu'elle eut disparu dans l'hôtel. Ce simple baiser innocent avait réveillé en lui des émotions qu'il croyait mortes depuis des années. Pour la première fois depuis 20 ans, sa promesse de ne jamais s'attacher à une femme vacillait dangereusement. Le samedi suivant, Gabriel découvrit un autre visage de Collioure. Le marché hebdomadaire transformait la place centrale en un kaléidoscope de couleurs et de parfums. Les étals débordaient de fruits gorgés de soleil, de fromages locaux et de poissons fraîchement pêchés. L'animation contrastait agréablement avec l'atmosphère feutrée de l'hôtel. Il déambulait entre les stands quand une voix familière attira son attention. « Élodie, tu as pensé au citron pour ma tarte ?» Gabriel se retourna et aperçut Élodie accompagnée d'une jeune fille qui lui ressemblait trait pour trait, en plus jeune et plus espiègle. Ses cheveux châtains tombaient librement sur ses épaules et ses yeux pétillaient d'une joie de vivre communicative. « Margot, je te présente Monsieur G, l'un de nos clients à l'hôtel, » dit Élodie en apercevant Gabriel. Margot toisa Gabriel avec la curiosité directe de la jeunesse. « Ah, c'est vous! Élodie parle beaucoup de vous ces derniers temps. »« Margot !» protesta Élodie, rougissant violemment. Gabriel ne put s'empêcher de sourire. « Tout le plaisir est pour moi. Élodie m'a dit que vous étudiez la pâtisserie ? » ?»« Oui, à l'école de Perpignan. J'adore ça. D'ailleurs, voulez-vous goûter ma dernière création ?» Sans attendre de réponse, Margot sortit de son sac une petite boîte contenant des macarons aux couleurs vives. « Margot, enfin, tu ne peux pas... » commença Élodie, gênée. « Mais si, Monsieur G a l'air d'avoir bon goût. » Gabriel croqua dans un macaron à la lavande. La texture était parfaite, les saveurs subtilement équilibrées. « C'est exceptionnel, » dit-il sincèrement. Le visage de Margot s'illumina. « Vraiment ? Élodie dit toujours ça, mais elle est obligée parce que c'est ma sœur. »« Je ne dis jamais rien par obligation, » intervint Élodie avec tendresse. « Et Monsieur G a raison. Tu as un vrai talent. » Gabriel observait cette complicité sororale avec émotion. Il n'avait jamais connu ce type de relation. Enfant unique, élevé par des gouvernantes, il avait grandi dans la solitude dorée des appartements familiaux. « Vous devriez venir dîner à la maison, » proposa spontanément Margot. « Élodie cuisine divinement, et moi je ferai le dessert. »« Margot !» s'exclama Élodie mortifiée. « Monsieur G est en vacances, il n'a sûrement pas envie de... » « Au contraire, » l'interrompit Gabriel, surpris par sa propre spontanéité. « J'accepte avec plaisir, si cela ne vous dérange pas. »« Parfait, ce soir, 19 h, décréta Margot avant qu'Élodie puisse protester.
Le soir venu, Gabriel se présenta devant l'immeuble d'Élodie, avec un bouquet de fleurs du marché et une bouteille de vin de Banyuls. Il avait longuement hésité sur le choix des fleurs, voulant éviter tout message trop explicite. Margot lui ouvrit, vêtue d'un tablier taché de chocolat. « Monsieur G, entrez, entrez !» Élodie termine en cuisine. L'appartement embaumait les herbes de Provence et quelque chose de sucré qui mettait l'eau à la bouche. Gabriel découvrit un foyer chaleureux où chaque objet semblait avoir une histoire. Des photos souriantes ornaient chaque surface disponible, témoignant d'un bonheur simple mais authentique. « Voilà nos parents », dit Margot en suivant son regard vers une photo encadrée. « Ils auraient adoré vous rencontrer. Papa était professeur d'histoire, maman tenait une petite librairie. Ils nous ont transmis l'amour des belles choses simples. » Gabriel fut touché par cette évocation spontanée. Dans son monde, on ne parlait jamais des morts avec cette sérénité. « Il serait fier de vous deux », dit-il avec sincérité. Élodie émergea de la cuisine, magnifique dans une robe simple qui soulignait sa silhouette gracile. Ses cheveux étaient relevés négligemment, quelques mèches s'échappant pour encadrer son visage légèrement rosé par la chaleur des fourneaux. « Excusez le désordre », dit-elle en essuyant ses mains sur son tablier. « Et merci pour les fleurs, elles sont magnifiques. » Le dîner fut une révélation pour Gabriel. Élodie avait préparé une bourride de lotte aux légumes de saison, un plat rustique mais d'une finesse remarquable. La conversation coulait naturellement, ponctuée des éclats de rire de Margot qui racontait ses mésaventures à l'école de pâtisserie. « La semaine dernière, j'ai confondu le sel et le sucre dans une tarte tatin. Vous auriez vu la tête du chef, riait-elle. Gabriel découvrait un bonheur familial qu'il n'avait jamais connu. Ses deux sœurs avaient créé un cocon de tendresse et de complicité qui le touchait profondément. Ici, pas de protocole, pas de convention, juste l'authenticité de relations humaines sincères. « Et vous, monsieur G ?» demanda Margot. « Vous avez de la famille ?» Gabriel sentit sa gorge se nouer. Comment expliquer ses relations distantes avec sa mère, ses dîners solitaires dans des restaurants étoilés, sa solitude dorée? « Mes parents sont distants, » dit-il finalement. « Nous ne nous voyons que pour les obligations familiales. Oh, comme c'est triste !» compatit Margot avec la spontanéité de ses 19 ans. « La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. » Élodie lança un regard d'avertissement à sa sœur, sentant la gêne de Gabriel. « Margot, va donc chercher ton dessert. » Quand Margot revint avec une tarte aux figues accompagnée de sa glace à la lavande maison, Gabriel eut la conviction d'avoir rarement goûté quelque chose d'aussi délicieux. « Margot, vous êtes exceptionnellement douée, » dit-il sincèrement. « Vous devriez sérieusement envisager d'ouvrir votre propre établissement après vos études. »« C'est exactement ce que nous projetons, » s'exclama Margot. « Élodie et moi, nous allons ouvrir une pâtisserie-salon de thé. Elle s'occupera du salé, moi du sucré. » Gabriel croisa le regard d'Élodie, y lisant un mélange de tendresse et d'inquiétude. Elle encourageait les rêves de sa sœur tout en connaissant les réalités financières. « C'est un beau projet, » dit-il doucement, « et je suis certain que vous y arriverez. » Après le dessert, Margot s'éclipsa diplomatiquement pour réviser ses cours, laissant Gabriel et Élodie seuls sur le petit balcon donnant sur la ville endormie. « Merci pour cette soirée, » dit Gabriel. « Je n'ai pas de mots pour exprimer. »« Margot vous a adopté, » sourit Élodie. « Elle ne fait pas ça avec tout le monde. Vous devez avoir quelque chose de spécial. » Gabriel la regarda intensément. « Vous aussi, vous m'avez adopté ?» Le cœur d'Élodie s'emballa. Dans l'obscurité naissante, les traits de Gabriel se faisaient plus doux, plus vulnérables. « Je ne sais pas. Vous restez un mystère pour moi, monsieur G. Et si je vous disais que vous me connaissez déjà mieux que quiconque ?» Leurs visages se rapprochèrent imperceptiblement. Gabriel sentait le parfum délicat d'Élodie, mélange de lavande et de something uniquement elle. Pour la première fois depuis des années, il avait envie d'oublier sa prudence, ses peurs, ses promesses. Le dimanche matin apporta une révélation douloureuse pour Gabriel. Son téléphone, qu'il avait négligé depuis son arrivée, affichait 23 appels manqués de Marc Dubois. La réalité de ses responsabilités le rattrapa brutalement. « Gabriel ? Enfin !» s'exclama Marc quand il le rappela.
Où étiez-vous? J'ai besoin de vos instructions pour l'hôtel Lys Bleu. Les investisseurs hongkongais veulent une réponse avant mardi. Gabriel sentit son estomac se nouer. Quels investisseurs? Ceux qui proposent de racheter l'établissement. Vous avez oublié? Ils offrent 3 millions cash. C'est une excellente affaire pour se débarrasser de cette unité déficitaire. Le sang de Gabriel se glaça. Vendre l'hôtel signifiait la perte d'emploi d'Élodie, la destruction de cette atmosphère familiale qu'il avait appris à chérir. Sans compter que les nouveaux propriétaires transformeraient probablement l'établissement en complexe touristique impersonnel. « Je refuse », dit-il fermement. « Comment ça, vous refusez ? Gabriel, vous devez être pragmatique. Cet hôtel ne rapporte rien. Donnez-moi encore une semaine. Je trouverai une solution pour le rendre rentable. » Marc soupira à l'autre bout du fil. « Très bien, mais ne tardez pas trop. En affaires, les opportunités ne se représentent pas 2 fois. » Après avoir raccroché, Gabriel resta immobile sur son balcon, submergé par le poids de ses responsabilités. Comment pouvait-il sauver l'hôtel sans révéler son identité? Et surtout, comment regarder Élodie en face en sachant qu'il détenait l'avenir de son emploi entre ses mains? Il descendit prendre son petit déjeuner, l'esprit troublé. Élodie n'était pas de service ce matin-là, ce qui lui procura un soulagement coupable. Il avait besoin de réfléchir avant de la revoir. Gabriel passa la journée à arpenter Collioure, observant les touristes, analysant les forces et faiblesses de la ville. L'hôtel Lys Bleu possédait des atouts indéniables, son emplacement privilégié, son charme authentique, son personnel attachant. Mais il souffrait d'un manque d'investissement et de modernisation. En fin d'après-midi, il croisa Élodie qui rentrait de course, sa bicyclette chargée de provisions. « Monsieur G, vous avez l'air soucieux. Tout va bien ?» Gabriel força un sourire. « Juste quelques préoccupations professionnelles. Voulez-vous en parler? Parfois, un regard extérieur aide à voir plus clair. » Cette sollicitude le toucha profondément. Comment cette femme pouvait-elle se montrer si attentionnée envers un quasi-inconnu? « C'est compliqué, » murmura-t-il. « Les meilleures solutions viennent souvent des situations compliquées, » répondit-elle avec sagesse. Ils marchèrent ensemble vers l'hôtel. Gabriel luttait contre l'envie de tout lui révéler, de lui demander conseil, de partager ce fardeau qui l'écrasait. Mais comment lui expliquer sans détruire la confiance qu'elle avait en lui? « Élodie, » commença-t-il impulsivement, « si vous appreniez qu'une personne vous a menti sur son identité, mais pour de bonnes raisons, pourriez-vous lui pardonner ?» Elle s'arrêta et le regarda avec surprise. Cela dépendrait de la nature du mensonge et des motivations. Pourquoi cette question? Simple curiosité, mentit Gabriel, détestant cette nouvelle tromperie. Vous savez, dit-elle pensativement, j'ai appris que les gens mentent souvent pour se protéger. Si les intentions sont bonnes, si le mensonge ne fait de mal à personne, alors oui, je pourrais comprendre. Ces mots apportèrent un maigre réconfort à Gabriel, mais augmentèrent sa culpabilité, car son mensonge risquait bel et bien de faire du mal, notamment à elle. Le soir, au restaurant, Gabriel observa Élodie avec une acuité nouvelle. Chaque sourire qu'elle adressait aux clients, chaque geste professionnel, chaque attention délicate prenait une dimension poignante. Cette femme adorait son travail. Elle s'épanouissait dans cet environnement familial. Comment pourrait-il être responsable de sa destruction? « Vous êtes bien silencieux ce soir, » remarqua-t-elle en lui apportant son plat principal. « Je réfléchis à l'avenir, » dit-il honnêtement. « L'avenir peut attendre demain, non? Ce soir, profitez du présent. Regardez comme la lune se reflète sur la mer. N'est-ce pas magnifique ?» Gabriel suivit son regard vers la baie vitrée. Effectivement, le spectacle était somptueux, mais il ne parvenait pas à s'y abandonner, hanté par les décisions qu'il devrait prendre. Après le service, Élodie vint s'asseoir à sa table, comme elle en avait pris l'habitude. « J'ai parlé avec Margot ce matin, » dit-elle. « Elle n'arrête pas de vanter vos compliments sur ses pâtisseries. Vous lui avez redonné confiance en elle. Elle est vraiment douée. Vous devriez être fier. Je le suis. Mais parfois, j'ai peur de ne pas être à la hauteur de ses espérances. Elle compte sur moi pour l'aider à réaliser ses rêves, et vous faites déjà beaucoup, plus que beaucoup de sœurs n'auraient fait. » Élodie sourit tristement. « Merci de dire ça.
Mais entre vouloir et pouvoir, il y a parfois un gouffre. Gabriel sentit son cœur se serrer. Il avait le pouvoir de combler ce gouffre, de transformer leurs rêves en réalité. Mais à quel prix? Et si les circonstances changeaient, demanda-t-il prudemment. Si une opportunité se présentait? Je ne crois pas au miracle, monsieur G. J'ai appris à compter sur mes propres forces. Cette réponse acheva de bouleverser Gabriel. Élodie était si différente des femmes de son milieu, toujours à l'affût des opportunités, des connexions utiles. Elle, au contraire, cultivait une indépendance farouche qui forçait l'admiration. « Parfois, murmura-t-elle en regardant par la fenêtre, je me demande si quelqu'un pourra un jour vraiment me comprendre. Avec ma vie compliquée, mes responsabilités, Gabriel eut envie de lui crier qu'il la comprenait, qu'il l'admirait, qu'elle représentait tout ce qu'il avait recherché sans le savoir. Mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge, prisonniers de ses secrets. « La bonne personne saura voir au-delà des complications, » dit-il finalement. Leurs regards se croisèrent, et l'espace d'un instant, Gabriel eut l'impression qu'elle lisait dans son âme, puis elle détourna les yeux, troublée par l'intensité de ce moment. « Il se fait tard, » murmura-t-elle. « Je ferais mieux de rentrer. » Gabriel la regarda partir, le cœur lourd. Demain, il devrait prendre une décision cruciale. Révéler son identité et risquer de la perdre, ou continuer à mentir en espérant trouver une solution miracle. Dans tous les cas, il savait que sa promesse de ne jamais s'attacher à une femme était définitivement brisée, car il était en train de tomber amoureux d'Élodie Martin, et cette réalité bouleversait toutes ses certitudes. Le mardi matin apporta une météo radieuse qui semblait narguer l'état d'esprit morose de Gabriel. Il avait passé une nuit blanche à retourner le problème dans tous les sens, sans trouver de solution satisfaisante. Comment sauver l'hôtel sans révéler son identité? Comment protéger Élodie sans la tromper davantage? Il descendit pour le petit déjeuner et trouva Anaïs en grande conversation avec un homme élégant qu'il ne connaissait pas. « Monsieur G », l'interpella Anaïs, « permettez-moi de vous présenter Monsieur Laurent, notre directeur. Il vient d'arriver de Perpignan. » Gabriel serra la main de cet homme d'une 50aine d'années, au regard fatigué mais bienveillant. Pierre Laurent dirigeait l'hôtel Lys Bleu depuis 5 ans, et Gabriel savait par les rapports qu'il faisait de son mieux avec des moyens limités. « Enchanté, monsieur G. J'espère que votre séjour se déroule bien ?»« Parfaitement, » répondit Gabriel. « Votre établissement a beaucoup de charme. Merci. Nous faisons notre possible pour maintenir l'esprit familial qui fait notre réputation. » Malheureusement, avec la concurrence des grands groupes hôteliers, Pierre Laurent s'interrompit, réalisant qu'il se confiait à un client. Gabriel sentit une opportunité. « Je travaille dans l'hôtellerie à Lyon », mentit-il partiellement. « Si vous voulez un avis extérieur », le visage du directeur s'éclaira. « Vraiment? Cela m'intéresserait beaucoup. Accepteriez-vous de déjeuner avec moi ?» Gabriel accepta, voyant là une chance d'en apprendre plus sur la situation réelle de l'établissement. Mais d'abord, il voulait voir Élodie. Elle venait de commencer son service, fraîche et souriante, malgré les cernes qui trahissaient sa fatigue. « Bonjour, monsieur G. Vous avez l'air en forme ce matin. Grâce à l'air marin, plaisanta-t-il. Et vous? Vous semblez fatigué. Margot avait une urgence hier soir, un concours improvisé à l'école. J'ai passé la nuit à l'aider à préparer ses créations. » Gabriel admira cette abnégation silencieuse. Combien de nuits Élodie sacrifiait-elle ainsi pour sa sœur? « Elle a gagné? Haut la main !» rayonna Élodie. Le chef a été impressionné par ses éclairs au citron vert. Elle était si heureuse. Cette joie communicative réchauffait le cœur de Gabriel. Dans son monde, les succès étaient célébrés avec ostentation, mais peu de sincérité. Ici, le bonheur était authentique, partagé. « Vous avez des projets pour votre jour de congé ?» demanda-t-elle en lui servant son café. Gabriel réalisa qu'il ignorait même qu'elle était libre ce jour-là. « Je n'ai rien de prévu. Et vous ?» « J'avais pensé faire une randonnée dans les collines. Il paraît que la vue sur la côte est magnifique du sentier de Notre-Dame-des-Anges. Mais seul, c'est moins amusant. » L'invitation implicite fit battre le cœur de Gabriel. « Accepteriez-vous un compagnon de marche ?» Le sourire radieux d'Élodie valait toutes les réponses. Ils se retrouvèrent en fin de matinée au point de départ du sentier,
après que Gabriel eut déjeuné avec Pierre-Laurent. Cette conversation avait été éclairante. Le directeur connaissait parfaitement les forces et faiblesses de son établissement. Il avait des idées d'amélioration pertinentes, mais manquait cruellement de moyens financiers. Élodie l'attendait en short et débardeur, ses cheveux tressés, un sac à dos sur les épaules. Cette tenue décontractée révélait sa silhouette gracile et sa beauté naturelle. Gabriel, habitué aux femmes sophistiquées de son milieu, était bouleversé par cette simplicité rayonnante. « Prêt pour l'aventure » lança-t-elle joyeusement. Le sentier serpentait à travers les vignobles et la garrigue parfumée. Élodie connaissait chaque plante, chaque oiseau, chaque recoin du paysage. Elle partageait ses connaissances avec l'enthousiasme d'une enfant, cueillant des herbes aromatiques qu'elle faisait sentir à Gabriel. « Regardez, du thym sauvage, et là, de la lavande maritime. Ma mère m'a appris à les reconnaître. Elle disait que connaître la nature, c'est mieux comprendre la vie. » Gabriel l'écoutait, fasciné. Dans son univers urbain, il avait perdu tout contact avec ses plaisirs simples. Marcher aux côtés d'Élodie était une redécouverte sensorielle. Au bout d'une heure, ils atteignirent un promontoire rocheux d'où la vue embrassait toute la côte Vermeille. La Méditerranée s'étendait à l'infini, d'un bleu profond parsemé de reflets dorés. « C'est époustouflant », murmura Gabriel. « N'est-ce pas ?» s'extasia Élodie en s'asseyant sur un rocher. « Quand j'étais petite, papa m'amenait ici. Il disait que face à l'immensité, nos problèmes paraissent plus petits. » Gabriel s'installa près d'elle, troublé par cette proximité. Le parfum naturel d'Élodie, mélangé aux senteurs de la garrigue, créait une alchimie enivrante. « Votre père était un sage, » dit-il doucement. « Il me manque, » avoua-t-elle, la voix soudain fragile, « surtout dans les moments difficiles. J'aimerais pouvoir lui demander conseil, savoir si je prends les bonnes décisions pour Margot. » Gabriel sentit une boule se former dans sa gorge. Cette vulnérabilité le touchait plus profondément que toutes les sophistications du monde. « Je suis certain qu'il serait fier de vous, de ce que vous êtes devenu, de votre courage, de votre générosité. » Élodie tourna vers lui des yeux embués. « Merci de dire ça. Parfois, j'ai l'impression de naviguer à vue, sans vraiment savoir où je vais. »« Nous naviguons tous à vue, » répondit Gabriel avec sincérité. « La différence, c'est que certains ont une boussole morale. Vous l'avez. » Leurs regards se croisèrent et s'accrochèrent. Dans les yeux noisettes d'Élodie, Gabriel lisait une émotion qui lui coupait le souffle. Lentement, imperceptiblement, leurs visages se rapprochèrent. Le baiser fut doux, hésitant d'abord, puis plus affirmé. Gabriel sentit le monde basculer autour de lui. Toutes ses résolutions, toutes ses peurs s'évaporaient dans cette étreinte parfaite. Élodie goûtait le soleil et la liberté. Elle était vie et authenticité incarnées. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient bouleversés. Élodie baissa les yeux, rougissante. « Je ne sais pas ce qui m'a pris, » murmura-t-elle. « Moi si, » dit Gabriel en caressant doucement sa joue. « Quelque chose de merveilleux. » Le retour se fit dans un silence complice, leurs mains entrelacées. Gabriel n'avait jamais connu une telle plénitude. Pour la première fois de sa vie, il se sentait complet, comme si une partie de lui-même qu'il ignorait avoir perdue venait de lui être rendue. Devant l'appartement d'Élodie, ils s'attardèrent, réticents à se séparer. « Cette journée a été... » commença Élodie. « Parfaite, » acheva Gabriel. Elle sourit, les joues encore roses. « Oui, parfaite. » En regardant Élodie disparaître dans son immeuble, Gabriel réalisa que sa vie venait de prendre un tournant irréversible. Il était amoureux, profondément, irrémédiablement amoureux. Sa promesse de ne jamais s'attacher était définitivement brisée. Mais cette révélation, loin de l'effrayer, l'emplissait d'une détermination nouvelle. Il allait trouver un moyen de sauver l'hôtel, de protéger Élodie, et surtout, de mériter l'amour de cette femme exceptionnelle. Même si pour cela, il devait affronter ses démons et révéler ses secrets. Les jours qui suivirent cette randonnée mémorable transformèrent la routine de Gabriel. Chaque matin, il se réveillait avec l'impatience de revoir Élodie, et chaque soir, il s'endormait avec le souvenir de son sourire.
Leur relation avait évolué vers une intimité douce et complice, faite de regards entendus et de moments volés entre le service. Mais cette félicité naissante était assombrie par l'urgence de la situation. Marc Dubois appelait quotidiennement, pressant Gabriel de prendre une décision concernant la vente. Les investisseurs hongkongais commençaient à s'impatienter, et d'autres acheteurs potentiels manifestaient leur intérêt. Ce mercredi matin, Gabriel reçut un appel qui le glaça d'effroi. « Gabriel, j'ai une mauvaise nouvelle », annonça Marc sans préambule. « Les Hongkongais menacent de retirer leur offre si nous ne signons pas avant vendredi. Et ce matin, j'ai reçu un appel d'un groupe immobilier allemand. Ils proposent 4 millions, mais veulent transformer l'hôtel en résidence de luxe. » Gabriel sentit le sol se dérober sous ses pieds. Une résidence de luxe signifiait la destruction complète de l'âme de l'établissement et le licenciement de tout le personnel. « Donnez-moi jusqu'à vendredi, » dit-il d'une voix tendue. « Je trouverai une solution. »« Gabriel, soyez raisonnable. 4 millions, c'est une fortune. » J'ai dit « Donnez-moi jusqu'à vendredi. » Après avoir raccroché, Gabriel resta immobile sur son balcon, submergé par l'angoisse. Comment expliquer à Élodie qu'il détenait le pouvoir de sauver son emploi sans révéler qu'il était le propriétaire de l'hôtel? Et surtout, comment lui avouer qu'il lui avait menti depuis le début? Il descendit prendre son petit déjeuner, l'estomac noué. Élodie l'accueillit avec son sourire radieux habituel, mais Gabriel remarqua aussitôt qu'elle semblait préoccupée. « Bonjour, mon monsieur G », se reprit-elle, rougissant de sa familiarité. « Vous avez l'air soucieux. »« Quelques problèmes professionnels, » éluda-t-il. « Et vous? Vous semblez tracassé. » Élodie hésita, puis s'assit en face de lui. « Il y a des rumeurs qui circulent parmi le personnel. Pierre Laurent a reçu la visite d'hommes d'affaires hier. Ils auraient visité tout l'hôtel en prenant des notes. » Le cœur de Gabriel s'arrêta. Quel genre d'homme d'affaires? Je ne sais pas exactement. Mais Anaïs a entendu le mot « rachat ». Vous imaginez si l'hôtel était vendu? Nous perdrions tous nos emplois. Gabriel voyait la peur dans les yeux d'Élodie et se haïssait de ne pouvoir la rassurer. Pire, il était directement responsable de ses angoisses. Peut-être que les nouveaux propriétaires garderaient le personnel, dit-il faiblement. Vous n'y croyez pas plus que moi, soupira Élodie. Quand les grands groupes rachètent des petits établissements, ils font toujours table rase. Et puis, où trouverais-je un autre travail à Collioure? Il faudrait que je parte, que j'emmène Margot loin de ses études. Gabriel sentit sa gorge se serrer. Chaque mot d'Élodie était un coup de poignard dans sa conscience. « Je suis certaine que vous ne comprenez pas, » continua-t-elle. « Vous qui venez de Lyon, vous qui semblez avoir une situation stable, mais pour nous, cet hôtel, c'est notre vie. Je comprends mieux que vous ne l'imaginez, » murmura Gabriel, la voix étranglée. Élodie le regarda avec surprise. Vraiment? Gabriel faillit tout avouer. Les mots étaient sur le bout de sa langue. « Je suis Gabriel Moreau, le propriétaire de cet hôtel. Je peux tout sauver. » Mais il se ravisa, terrifié par sa réaction. Comment une femme qui prônait l'indépendance et détestait les privilèges non mérités pourrait-elle accepter qu'il l'ait trompée depuis le début? « J'ai déjà vécu des périodes d'incertitude professionnelle, » dit-il finalement. Cette demi-vérité le dégoûta, mais Élodie sembla s'en contenter. Elle posa sa main sur la sienne, geste spontané qui bouleversa Gabriel. « Merci de m'écouter. Cela me fait du bien de pouvoir parler à quelqu'un qui comprend. » Gabriel retourna sa main pour entrelacer leurs doigts. « Promettez-moi une chose, » dit-il impulsivement. « Quoi qu'il arrive, faites-moi confiance. » Élodie fronça les sourcils, surprise par l'intensité de sa voix. « Bien sûr, mais pourquoi cette demande? Parce que parfois les apparences sont trompeuses, et que les gens qu'on croit connaître peuvent nous surprendre. Vous parlez en énigme, monsieur G. » Gabriel serra plus fort sa main. « Rappelez-vous simplement. Faites-moi confiance. » L'après-midi, Gabriel prit une décision radicale. Il appela Pierre Laurent et demanda à le rencontrer en privé. Il était temps d'agir, même si cela impliquait de révéler partiellement son identité. Ils se retrouvèrent dans le bureau du directeur, une pièce modeste encombrée de dossiers et de factures. Pierre Laurent semblait épuisé, vieilli par les soucis. « Monsieur G, que puis-je faire pour vous ?» Gabriel prit une profonde inspiration.
Monsieur Laurent, je ne vous ai pas dit toute la vérité sur mon identité. Je ne suis pas simplement un client. Je travaille pour un groupe financier intéressé par l'hôtellerie. Le visage de Pierre s'illumina d'espoir. Vraiment? Vous pourriez être intéressé par notre établissement? C'est possible, mais j'aurais besoin de connaître la situation exacte, les comptes, les projets, les difficultés. Pierre Laurent déversa alors toutes ses inquiétudes. La baisse de fréquentation, la concurrence des grands groupes, le manque d'investissement pour la modernisation, mais aussi sa passion pour cet hôtel familial, son attachement au personnel, sa volonté de préserver l'âme de l'établissement. « Vous savez, confessa-t-il, si je pouvais obtenir un prêt de 200 000 € pour rénover les chambres et moderniser la cuisine, je suis certain que nous pourrions retrouver la rentabilité. Mais aucune banque ne veut nous suivre. » Gabriel nota mentalement cette somme dérisoire comparée aux millions en jeu. Il tenait peut-être sa solution. Et si vous trouviez un investisseur privé, quelqu'un qui croirait en votre projet? Ce serait un miracle, soupira Pierre. Mais qui voudrait investir dans un petit hôtel déficitaire? Gabriel sourit pour la première fois depuis des jours. On ne sait jamais. Les miracles existent, parfois. En quittant le bureau, Gabriel avait un plan. Il allait créer une société d'investissement fictive, prêter l'argent nécessaire à Pierre Laurent et laisser le directeur redresser l'établissement. Ainsi, il sauverait l'hôtel sans révéler son identité, et Élodie garderait son emploi. Mais ce plan supposait de prolonger encore son mensonge, et Gabriel commençait à comprendre que tôt ou tard, la vérité exploserait. La question était de savoir si leur amour naissant survivrait à cette révélation. Le jeudi matin, Gabriel se mit au travail avec une détermination fébrile. Depuis sa chambre, il multiplia les appels téléphoniques pour mettre en place son plan de sauvetage. Il créa fictivement la Société d'investissement méditerranéenne, domiciliée à Montpellier, et demanda à son avocat personnel de préparer les documents nécessaires sous un nom d'emprunt. « Gabriel, vous me demandez de créer une société fantôme pour prêter de l'argent à un hôtel déficitaire, s'étonna Maître Rousseau au téléphone. Puis-je connaître vos motivations? Considérez cela comme un investissement philanthropique, répondit Gabriel. Et assurez-vous que mon nom n'apparaisse nulle part. Pendant qu'il orchestrait ce sauvetage complexe, Gabriel observait Élodie servir les clients avec son professionnalisme habituel. Mais il remarquait ses sourires forcés, ses regards inquiets vers Pierre Laurent quand elle pensait que personne ne la voyait. L'incertitude rongeait visiblement la jeune femme. En fin de matinée, Margot débarqua à l'hôtel, rayonnante malgré l'atmosphère tendue. Elle portait un sac de pâtisserie et son sourire illuminait la réception. « Élodie, j'ai une surprise. » Gabriel assista à leur retrouvaille depuis le hall, touché par cette complicité sororale. Margot avait apporté des financiers aux amandes qu'elle venait de perfectionner, et elle insistait pour que sa sœur les goûte immédiatement. « Ils sont délicieux !» s'extasia Élodie. « Mais tu progresses tellement vite. Le chef m'a dit que j'avais des chances d'obtenir une mention très bien au concours de fin d'année, annonça fièrement Margot. Et devinez quoi? Si j'obtiens cette mention, l'école m'offre un stage de 3 mois dans une pâtisserie parisienne. » Le visage d'Élodie se figea un instant. Gabriel comprit immédiatement son dilemme. Elle était fière de sa sœur, mais terrifiée par les implications financières. Un stage non rémunéré à Paris représentait des frais considérables. « C'est merveilleux, ma chérie, » dit finalement Élodie, retrouvant son sourire. « Nous trouverons un moyen. » Margot, dans son enthousiasme juvénile, ne remarqua pas l'inquiétude qui voilait le regard de sa sœur, mais Gabriel, lui, avait tout saisi. Cette jeune femme portait décidément trop de responsabilités sur ses épaules. L'après-midi, Gabriel reçut l'appel qui l'attendait. Maître Rousseau avait finalisé la création de la société fictive et préparé une proposition de prêt à des conditions exceptionnellement avantageuses pour l'hôtel Lys Bleu. « Monsieur Laurent, » dit Gabriel en interceptant le directeur dans le hall, « puis-je vous parler en privé? J'ai peut-être une bonne nouvelle. » Dans le bureau, Gabriel présenta son plan avec un détachement fin. « J'ai parlé de votre situation à mes associés. Ils seraient intéressés par un prêt de développement.
Pierre Laurent écarquilla les yeux en découvrant les conditions: 250 000 € à un taux préférentiel, remboursable sur 10 ans, avec possibilité de report en cas de difficulté temporaire. C'est inespéré, balbutia le directeur. Mais pourquoi des conditions si avantageuses? Gabriel avait préparé sa réponse. Mes associés croient au potentiel de l'hôtellerie familiale. Ils préfèrent soutenir des établissements authentiques plutôt que d'investir dans l'impersonnel. Il faut que j'en parle au propriétaire, bien sûr, dit Pierre Laurent. Monsieur Moreau devra valider cette décision. Gabriel faillit s'étrangler. Monsieur Moreau, Gabriel Moreau, le PDG de la chaîne Moreau. C'est lui qui possède l'hôtel. Vous le connaissez peut-être? Il a notre âge, très discret. On ne le voit jamais ici. Gabriel se força à garder un visage impassible. De réputation seulement. C'est un homme pragmatique, je crois. Les rapports que j'en ai sont excellents. Exigeants mais justes. Je suis certain qu'il saisira l'opportunité. Gabriel promit de transmettre la proposition à ses associés et sortit du bureau la tête en ébullition. La situation devenait de plus en plus compliquée. Il devait maintenant jouer le rôle du mystérieux investisseur tout en prétendant ne pas connaître le véritable propriétaire. Le soir, au restaurant, l'ambiance était particulièrement détendue. Pierre Laurent avait partagé la bonne nouvelle avec son équipe, sans entrer dans les détails par superstition. Élodie servait avec un entrain retrouvé et Gabriel la voyait enfin respirer. « Vous semblez plus sereine ce soir », remarqua-t-il quand elle vint prendre sa commande. « Pierre nous a dit qu'il y avait peut-être une solution pour l'hôtel. Je n'ose pas trop y croire, mais... Oh, il faut garder espoir, » dit Gabriel, culpabilisant de nouveau de sa duplicité. « Vous savez ce qui me ferait le plus plaisir ?» dit spontanément Élodie. « Que Margot puisse accepter ce stage parisien sans que je m'inquiète de nos finances. C'est égoïste, non? Ce n'est pas égoïste, c'est humain. Vous voulez le meilleur pour votre sœur. Parfois, j'ai l'impression de la retenir. Elle a tant de talent, tant d'ambition. Et moi, je suis là avec mes peurs, mes calculs mesquins. » Gabriel posa sa main sur la sienne. « Élodie, vous n'êtes pas un frein pour Margot. Vous êtes son pilier, sa force. Sans vous, elle n'aurait jamais pu développer son talent. »« Merci de dire ça, » murmura-t-elle les yeux brillants. « Parfois, j'ai besoin de l'entendre. » Cette conversation renforça la détermination de Gabriel. Il ne se contentait plus de sauver l'hôtel par amour pour Élodie. Il voulait aussi libérer cette femme exceptionnelle du poids écrasant qu'elle portait, lui permettre de vivre enfin pour elle-même. Mais pour cela, il devrait un jour révéler sa véritable identité. Et cette perspective le terrorisait de plus en plus. Car comment expliquer à une femme qui vénérait l'authenticité qui l'avait trompée depuis le premier jour? Comment lui faire comprendre que derrière le mensonge se cachait un amour véritable? Cette nuit-là, Gabriel ne trouva pas le sommeil. Demain, Marc Dubois attendait sa décision finale concernant la vente, et Gabriel devait lui annoncer qu'il refusait 4 millions d'euros pour préserver l'emploi d'une serveuse dont il était tombé amoureux. Une décision que son directeur ne comprendrait jamais et qu'il ne pourrait pas expliquer sans révéler ses sentiments. La partie devenait de plus en plus difficile à jouer, et Gabriel sentait que tôt ou tard, tous ces mensonges s'effondreraient, comme un château de cartes. Le vendredi matin arriva avec une tension palpable. Gabriel savait que Marc Dubois l'appellerait avant midi pour connaître sa décision finale concernant la vente. Il avait passé la nuit à peaufiner sa stratégie, refuser les offres extérieures et valider officiellement le prêt de sa société fictive à Pierre Laurent. Mais d'abord, il devait affronter Élodie. La jeune femme l'attendait au restaurant pour le petit déjeuner, et Gabriel remarqua immédiatement son air préoccupé. « Bonjour, monsieur G. Vous avez bien dormi ?»« Difficilement, avoua-t-il. Et vous semblez soucieuse. » Élodie s'assit en face de lui, abandonnant momentanément son professionnalisme habituel. « J'ai reçu un appel de Margot ce matin. Le stage parisien coûterait encore plus cher que prévu. Logement, transport, frais de vie, au moins 1 000 € par mois. » Gabriel sentit son cœur se serrer. Pour lui, cette somme était dérisoire. Mais pour Élodie,
Elle représentait un obstacle insurmontable. « Vous pourriez demander un prêt ?» proposa-t-il prudemment. « Avec mon salaire et sans garantie, aucune banque ne m'accordera 3 000 €, et je refuse de demander de l'aide à qui que ce soit. » Cette fierté farouche touchait Gabriel autant qu'elle le désespérait. « Élodie, accepter de l'aide n'est pas une honte, surtout quand c'est pour l'avenir de Margot. Vous ne comprenez pas, dit-elle avec une pointe d'amertume. Quand on a grandi sans rien, on apprend que la seule personne sur qui on peut compter, c'est soi-même. Les promesses d'aide disparaissent souvent quand arrive le moment de payer. » Gabriel réalisa qu'Élodie avait dû essuyer des déceptions par le passé. Cette méfiance n'était pas naturelle chez elle, elle avait été acquise à la dure. « Pas toujours, » murmura-t-il. « Il existe des gens sincères, qui aident sans rien attendre en retour. Peut-être, mais je préfère ne pas prendre le risque. » À cet instant, le téléphone de Gabriel sonna. Marc Dubois. Gabriel hésita, puis décrocha devant Élodie, espérant que cette conversation resterait discrète. « Gabriel, j'espère que vous avez pris votre décision. Les Allemands s'impatientent et menacent de retirer leur offre. »« J'ai pris ma décision, » répondit Gabriel d'une voix ferme. « Je refuse toutes les offres de rachat. » Un silence stupéfait accueillit cette déclaration. « Vous refusez 4 millions d'euros ? Gabriel, vous perdez la raison. Ma décision est irrévocable, et j'ai trouvé une solution alternative. Un prêt de développement qui va permettre de redresser l'établissement. » « Un prêt ? Mais enfin, Gabriel, cet hôtel n'est pas viable. » « Nous verrons bien. Préparez les documents pour officialiser ce prêt, et ne me rappelez plus pour cette affaire. » Gabriel raccrocha, conscient qu'Élodie avait assisté à toute la conversation. Elle le regardait avec une expression intriguée. « Excusez-moi, » dit-il, embarrassé, « c'était professionnel. »« Vous travaillez dans l'immobilier » demanda-t-elle innocemment. « En quelque sorte, » éluda Gabriel. « Pourquoi cette question ? Cette conversation, on aurait dit que vous refusiez une grosse vente. » Gabriel sentit la sueur perler sur son front. « C'est complexe. Je ne peux pas vraiment en parler. » Élodie hocha la tête, mais Gabriel perçut une pointe de suspicion dans son regard. Il changeait de sujet rapidement. « Concernant Margot, laissez-moi réfléchir. Peut-être existe-t-il des bourses, des aides. J'ai déjà vérifié. Elle ne remplit pas les critères. » Gabriel brûlait d'envie de lui proposer directement l'argent nécessaire, mais il savait qu'elle refuserait catégoriquement. Il fallait qu'il trouve un autre moyen. L'après-midi apporta une surprise déstabilisante. Gabriel déjeunait sur la terrasse quand une voiture luxueuse se gara devant l'hôtel. Un homme en costume sombre en descendit et Gabriel reconnut avec horreur Philippe Durand, l'un de ses concurrents directs dans l'hôtellerie de luxe. Que faisait-il ici ? Gabriel se dissimula derrière un pilier et observa Philippe entrer dans l'hôtel, accompagné de 2 hommes qui ressemblaient à des consultants. 15 minutes plus tard, Pierre Laurent accompagnait le groupe dans une visite complète de l'établissement. Gabriel comprit avec effroi que Philippe était probablement un acheteur potentiel, attiré par les rumeurs de vente. Il attendit le départ du groupe pour intercepter Pierre Laurent. « Qui étaient ces visiteurs ?» demanda-t-il, feignant la curiosité innocente. « Des investisseurs parisiens », répondit Pierre, visiblement troublé. « Ils proposent 5 millions d'euros cash pour un rachat immédiat. » Gabriel sentit le sol se dérober. 5 millions. Marc Dubois ne pourrait jamais refuser une telle offre au nom du groupe. « Et vous, qu'en pensez-vous ?»« Je suis perplexe, » avoua Pierre. D'un côté, c'est une somme considérable. De l'autre, il parle de restructuration complète et de repositionnement haut de gamme. J'ai peur pour mon équipe. Gabriel dut faire appel à toute sa maîtrise pour rester impassible. Avez-vous parlé du prêt de développement que nous évoquions ? Justement, c'est ce qui me préoccupe. Comment justifier un prêt de 250 000 € quand quelqu'un propose 5 millions comptant ? La question était pertinente, et Gabriel n'avait pas de réponse satisfaisante à offrir sans révéler sa véritable identité. Le soir, l'atmosphère au restaurant était électrique. La rumeur de la visite des investisseurs parisiens avait filtré parmi le personnel, créant un mélange d'excitation et d'angoisse. Élodie servait mécaniquement, le visage fermé. Quand elle vint débarrasser la table de Gabriel, il remarqua ses mains tremblantes. « Vous avez entendu ?» demanda-t-elle à voix basse.
Les rumeurs d'investisseurs? Anaïs a surpris leur conversation. Ils parlaient de licencier tout le personnel pour embaucher du personnel plus qualifié. Apparemment, nous ne sommes pas assez bien pour leur vision du luxe. Gabriel sentit une rage sourde monter en lui. Philippe Durand et ses méthodes impitoyables. Il connaissait sa réputation. Racheter des établissements authentiques pour les transformer en palaces impersonnels, sans âme ni chaleur humaine. Peut-être que cela ne se fera pas, dit-il faiblement. 5 millions d'euros, monsieur G. Quel propriétaire refuserait une telle somme? Gabriel aurait voulu lui crier qu'il la refuserait, lui, qu'aucune somme au monde ne valait son sourire, sa présence, son bonheur, mais il ne pouvait rien dire sans se trahir. L'argent n'est pas tout, murmura-t-il. Élodie eut un rire amer. Facile à dire quand on en a. Pour nous, l'argent, c'est la survie. Cette réplique acheva de briser le cœur de Gabriel. Comment expliquer à cette femme qu'il possédait des fortunes, mais qu'elle ne valait rien sans elle? Comment lui faire comprendre qu'il était prêt à tout sacrifier pour la garder près de lui? Cette nuit-là, Gabriel prit une décision radicale. Il allait révéler son identité à Élodie. Tous ses mensonges, toute sa stratégie complexe ne servaient à rien si elle ne lui faisait pas confiance. Il risquait de la perdre, mais il risquait aussi de la sauver. Demain, il lui dirait tout. Et il prierait pour que leur amour naissant soit assez fort pour survivre à la vérité. Le samedi soir était prévu depuis longtemps. L'hôtel Lys Bleu organisait son gala annuel pour attirer de nouveaux investisseurs locaux et célébrer la saison touristique. Pierre Laurent avait maintenu l'événement malgré les incertitudes, espérant que cette soirée démontrerait le potentiel de l'établissement. Gabriel avait prévu de profiter de cette soirée pour révéler son identité à Élodie dans un cadre romantique. Il avait même fait livrer discrètement un costume élégant, abandonnant pour une fois ses vêtements décontractés de vacancier. La grande salle de l'hôtel avait été transformée pour l'occasion. Des guirlandes lumineuses créaient une ambiance féerique et les tables étaient dressées avec un raffinement inhabituel. Le personnel en tenue d'apparat s'activait pour offrir une soirée mémorable aux invités. Élodie était resplendissante dans sa robe noire de service, ses cheveux relevés en un chignon sophistiqué. Gabriel la regardait évoluer avec grâce entre les tables, et son cœur se serrait à l'idée qu'il pourrait la perdre avant la fin de la soirée. Les invités arrivaient petit à petit. Notables locaux, commerçants de Collioure, quelques journalistes régionaux. L'ambiance était détendue et conviviale, exactement ce que souhaitait Pierre Laurent pour redorer l'image de son établissement. Gabriel avait choisi une table discrète d'où il pouvait observer Élodie tout en préparant mentalement ses aveux. Comment commencer? Élodie, je ne suis pas celui que vous croyez. Ou plutôt, je dois vous avouer quelque chose d'important. Vers 20 heures, alors que l'apéritif battait son plein, un événement imprévu bouleversa ses plans. Marc Dubois fit son entrée dans la salle, accompagné de Philippe Durand et de 2 hommes d'affaires que Gabriel ne connaissait pas. Gabriel sentit son sang se glacer. Que faisait Marc ici? Et surtout, pourquoi était-il accompagné de Philippe? Marc balaya la salle du regard et repéra Gabriel, instantanément. Son visage exprima d'abord la surprise, puis une détermination inquiétante. Il se dirigea droit vers lui, suivi de Philippe Durand. « Gabriel, quelle surprise de vous trouver ici !» lança Marc d'une voix forte qui attira l'attention des convives alentours. Gabriel se leva, paniqué. « Marc, que faites-vous ici ?»« Je pourrais vous poser la même question, » répondit Marc avec un sourire glacial. « Voici donc où vous vous cachiez pendant que nous négocions l'avenir de VOS Hôtel. » Le mot VOS résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Gabriel vit Pierre Laurent se figer, une coupe de champagne à mi-chemin de ses lèvres. Et surtout, il vit Élodie s'immobiliser près de la table voisine, le visage livide. « Marc, nous pourrions peut-être discuter de cela en privé, » tenta Gabriel d'une voix étranglée. « En privé ?» Philippe Durand s'avança, un sourire mauvais aux lèvres. « Mais enfin, Gabriel, ne soyez pas si modeste. Laissez-moi présenter aux convives Monsieur Gabriel Moreau, PDG de la chaîne Moreau et propriétaire de cet établissement. » Un silence de mort s'abattit sur la salle.
Gabriel sentit tous les regards se braquer sur lui, mais celui qui lui transperçait le cœur était celui d'Élodie. Dans ses yeux noisettes, il lisait la stupéfaction, la trahison et une douleur si profonde qu'elle lui coupa le souffle. « Gabriel Moreau ?» répéta Pierre-Laurent d'une voix blanche. « Mais vous êtes Monsieur G. »« Exactement, » jubila Marc. « Et figurez-vous qu'il refuse de vendre cet établissement déficitaire malgré une offre de 5 millions d'euros. N'est-ce pas fascinant ?» Gabriel voulut s'expliquer, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Comment justifier des semaines de mensonges devant tous ces gens qui lui avaient fait confiance? Élodie posa lentement son plateau sur une table et se dirigea vers la sortie, le visage de marbre. Gabriel fit un pas vers elle. « Élodie, attendez, laissez-moi vous expliquer. » Elle se retourna et Gabriel recula devant la froideur de son regard. « Vous expliquer? Que pourriez-vous expliquer, monsieur Moreau ?» Le prénom sonnait comme une gifle dans sa bouche. Gabriel réalisa que pour elle, Monsieur G venait de mourir. À la place se tenait un étranger qui l'avait trompé depuis le premier jour. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » balbutia-t-il. « Vraiment ?» Sa voix tremblait de colère contenue. « Vous n'êtes pas le propriétaire de cet hôtel, vous ne détenez pas notre avenir entre vos mains, vous ne vous êtes pas amusé à jouer la comédie avec une pauvre serveuse naïve. » Élodie, non. Ce que nous avons vécu est réel, mes sentiments sont sincères. Vos sentiments? Elle eut un rire amer. Comment pourrais-je croire un mot de ce que vous dites? Vous m'avez menti sur tout. Votre nom, votre métier, votre vie, tout était faux. Gabriel sentit son monde s'effondrer. Mon amour pour vous n'était pas faux. Votre amour? Répéta-t-elle avec dégoût. Vous appelez ça de l'amour? Mentir, manipuler? Vous jouez de mes sentiments? Pierre-Laurent s'approcha, visiblement bouleversé. Monsieur Moreau, je ne comprends pas. Pourquoi cette comédie? Et ce prêt de développement dont vous parliez? Gabriel se tournait vers lui, désespéré. Pierre, je voulais sauver l'hôtel, je refuse de le vendre. Le prêt était réel. Sauver l'hôtel? Intervint Philippe Durand avec ironie. Ou sauver vos petites vacances romantiques? Cette remarque acheva de briser Gabriel. Il vit Élodie tressaillir, comprenant soudain qu'elle avait été un divertissement pour un riche oisif. « Ce n'est pas ça !» cria Gabriel. « Élodie, je vous aime. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous protéger. » Me protéger? Elle éclata d'un rire hystérique. Me protéger de quoi? De la vérité? De savoir qui vous étiez vraiment? De mes obligations, de ma famille, de ce monde qui vous aurait jugé. Vous jugez? Élodie se redressa, la dignité incarnée malgré sa douleur. Mais de quel droit auriez-vous eu à me juger? Et de quel droit avez-vous décidé de me mentir pour me protéger? Gabriel réalisa l'absurdité de ces justifications. En voulant la protéger de son monde, il l'avait insultée bien plus profondément qu'aucun snobisme n'aurait pu le faire. « Élodie, donnez-moi une chance de me racheter. »« Vous racheter ?» Elle secoua la tête, les larmes coulant enfin sur ses joues. « Comment pourrais-je vous faire confiance après ça? Comment pourrais-je croire que vous ne me mentirez plus ?» Marc Dubois observait cette scène avec une satisfaction cruelle. Bon, maintenant que les présentations sont faites, Gabriel, nous pouvons peut-être revenir aux affaires sérieuses. Monsieur Durand attend votre réponse concernant sa proposition. Gabriel se tourna vers Marc, la rage remplaçant le désespoir. Ma réponse est non. Je ne vendrai jamais cet hôtel. Même si cela coûte votre petite idylle, ricana Philippe. Gabriel regarda Élodie une dernière fois. Elle avait cessé de pleurer et le fixait avec une froideur qui lui transperçait l'âme. « L'idylle est déjà terminée, » dit-elle d'une voix brisée. « N'est-ce pas, monsieur Moreau ?» Sur ces mots, elle quitta la salle sous les regards gênés des convives. Gabriel voulut la suivre, mais Pierre-Laurent l'arrêta. « Laissez-la, monsieur Moreau. Vous avez déjà fait assez de dégâts pour ce soir. » Gabriel resta immobile au milieu de la salle, entouré de visages hostiles ou déçus. Il venait de perdre la femme qu'il aimait, et aucune fortune au monde ne pourrait réparer cette catastrophe. Les jours qui suivirent le gala furent les plus sombres de la vie de Gabriel. Il avait quitté Collioure le lendemain matin, incapable de supporter les regards accusateurs du personnel et l'absence criante d'Élodie.
De retour à Lyon, il s'enferma dans son appartement, refusant les appels de Marc Dubois et repoussant toutes les réunions d'affaires. Son assistant, inquiet de cette attitude inhabituelle, tentait de le raisonner. « Monsieur Moreau, vous avez 3 conseils d'administration cette semaine. Vous ne pouvez pas tout annuler. Reportez tout, » répondait invariablement Gabriel, le regard perdu vers les toits de la ville. Il ne mangeait plus, ne dormait plus. L'image d'Élodie le hantait, son visage décomposé quand elle avait appris la vérité, ses yeux brillants de larmes, sa voix brisée prononçant son nom comme une accusation. Jamais il n'avait imaginé qu'on puisse souffrir autant pour une autre personne. Le mercredi, Marc Dubois força sa porte, accompagné de l'avocat de la société. « Gabriel, cela suffit. Vous compromettez l'avenir de tout le groupe avec vos états d'âme. Philippe Durand menace de retirer son offre si nous ne signons pas avant vendredi. » Gabriel leva vers lui des yeux éteints. « Qu'il retire son offre, je m'en moque. Vous vous moquez de 5 millions d'euros. Mais enfin, Gabriel, ressaisissez-vous. Cette fille ne vaut pas la ruine de votre empire. » Gabriel se dressa d'un bond, une colère froide dans le regard. « Ne parlez jamais d'elle en ces termes. Jamais. » Marc recula, effrayé par cette violence inhabituelle. « Gabriel, vous perdez la raison. Une serveuse de province. Vous en trouverez des centaines d'autres. Sortez, » dit Gabriel d'une voix dangereusement calme. « Sortez avant que je ne fasse quelque chose que nous regretterions tous les deux. » Marc et l'avocat quittèrent l'appartement, laissant Gabriel seul avec sa douleur. Il se dirigea vers son bureau et prit une décision qui l'étonna lui-même. Il rédigea un courriel à Pierre Laurent, confirmant officiellement le prêt de développement et refusant définitivement toute vente de l'hôtel Lys Bleu. Puis, il appela son banquier personnel. « Je veux créer un fonds de bourse d'études pour les jeunes pâtissiers méritants. Dotation initiale, 1 million d'euros. Monsieur Moreau, puis-je connaître les critères d'attribution ?» Gabriel pensa à Margot, à son talent, à ses rêves brisés par manque de moyens. Privilégiez les candidats issus de familles modestes, particulièrement les orphelins, et assurez-vous que l'attribution soit entièrement anonyme. Il raccrocha, espérant qu'au moins Margot pourrait réaliser son stage parisien. C'était tout ce qu'il pouvait encore faire pour Élodie, même si elle ne le saurait jamais. Le vendredi matin, son téléphone sonna. C'était Pierre Laurent, et sa voix trahissait une émotion profonde. « Monsieur Moreau, je ne sais comment vous remercier. Le prêt a été validé, et nous avons déjà commencé les travaux de rénovation. Mais il y a autre chose. » Gabriel ferma les yeux, espérant des nouvelles d'Élodie. Oui, Élodie a donné sa démission. Elle part pour Avignon, avec sa sœur. Margot a obtenu une bourse exceptionnelle pour son stage parisien, et Élodie a trouvé un poste d'assistante dans une école de pâtisserie là-bas. Gabriel sentit son cœur se serrer. Ainsi, Élodie quittait Collioure, fuyait les souvenirs de leur histoire, et elle ne saurait jamais qu'il était à l'origine de la bourse de Margot. « C'est bien pour elle, » murmura-t-il. « Monsieur Moreau », la voix de Pierre Laurent se fit plus douce. « Je ne prétends pas comprendre ce qui s'est passé entre vous et Élodie, mais je connais cette jeune femme depuis des années. Elle souffre autant que vous. Elle a raison de me haïr. Je l'ai trahie. Vous l'avez protégée aussi. Refuser 5 millions d'euros pour préserver nos emplois, ce n'est pas l'acte d'un homme indifférent. » Gabriel raccrocha, le cœur lourd. Protégée. Était-ce vraiment ce qu'il avait fait? Ou avait-il simplement été lâche, incapable d'affronter la vérité? Ce soir-là, il reçut un appel inattendu. Sa mère, Isabelle Moreau, qu'il n'avait pas vue depuis des mois. « Gabriel, Marc m'a raconté tes difficultés récentes. Cette histoire avec une employée. » Gabriel serra les dents. « Que veux-tu, maman? Te rappeler qui tu es. Un Moreau ne s'abaisse pas à de telles fantaisies. Tu as des responsabilités, un rang à tenir. » « Un rang ?» Gabriel éclata d'un rire amer. « Et que m'a apporté ce rang, maman? Une existence vide, des relations superficielles, une solitude dorée? Gabriel, tu dramatises. Il y a de nombreuses jeunes femmes de bonne famille qui... » « Stop !» Gabriel hurla dans le téléphone. « Je ne veux plus entendre parler de bonne famille ou de convenance. J'ai 36 ans, j'ai le droit de choisir ma vie. Et tu choisis de gâcher ton avenir pour une... » Gabriel raccrocha brutalement.
Il réalisa à cet instant que sa mère incarnait tout ce qu'il avait fui en se cachant derrière une fausse identité. Ses préjugés, cette arrogance, ce mépris pour les gens simples, voilà pourquoi il n'avait pas osé présenter Élodie à son monde. Mais en la protégeant de ce mépris, il l'avait insultée bien plus profondément. Il avait décidé pour elle, comme si elle n'était pas assez forte pour affronter la vérité. Il avait reproduit l'arrogance de sa classe sociale en croyant bien faire. Cette nuit-là, Gabriel ne dormit pas. Il arpentait son appartement, hanté par les souvenirs. Le sourire d'Élodie au marché, leurs mains entrelacées sur la plage, son rire cristallin, sa générosité naturelle, tout ce qu'il avait perdu par sa lâcheté. Au petit matin, il prit une dernière décision. Il allait partir pour Avignon. Non pas pour reconquérir Élodie, il n'en avait pas le droit après ce qu'il avait fait, mais pour s'excuser vraiment, pour lui expliquer ses motivations sans chercher d'excuses, pour lui rendre sa dignité en reconnaissant ses torts. Il ne savait pas si elle accepterait de le voir, encore moins de lui pardonner, mais il devait essayer, car vivre avec le poids de cette culpabilité était pire que tous les refus qu'elle pourrait lui opposer. Gabriel Moreau, l'homme qui avait promis de ne jamais se marier, qui avait construit sa vie sur la méfiance et l'isolement, était prêt à tout risquer pour une chance de rédemption. Même si cette rédemption ne lui ramènerait pas l'amour d'Élodie, elle lui permettrait peut-être de retrouver sa propre humanité. 3 mois s'étaient écoulés depuis le désastre du gala. 3 mois pendant lesquels Gabriel avait tenté de reconstruire sa vie professionnelle tout en portant le poids de ses regrets. L'hôtel Lys Bleu prospérait grâce aux rénovations. Pierre Laurent lui envoyait des rapports enthousiastes, mais chaque succès lui rappelait cruellement l'absence d'Élodie. Il avait engagé un détective privé pour retrouver sa trace à Avignon, non pour la harceler, mais pour s'assurer qu'elle allait bien. Les rapports étaient rassurants. Élodie travaillait dans une école de pâtisserie réputée, Margot excellait dans son stage parisien grâce à la bourse anonyme, et les 2 sœurs semblaient avoir trouvé un équilibre dans leur nouvelle vie. Gabriel avait attendu, espérant que le temps atténuerait la douleur d'Élodie et la rendrait peut-être plus disposée à l'écouter. Mais chaque jour qui passait creusait davantage le fossé entre eux. Ce matin d'automne, il prit enfin son courage à 2 mains. Il monta dans sa voiture et prit la route d'Avignon, le cœur battant d'appréhension. Il avait répété 1000 fois ce qu'il voulait lui dire, mais aucun mot ne semblait assez fort pour exprimer ses remords. L'école supérieure de pâtisserie provençale se trouvait dans le centre historique d'Avignon, dans un bâtiment du XVIIIe siècle magnifiquement restauré. Gabriel gara sa voiture et observa l'établissement depuis la rue, cherchant le courage d'entrer. C'est alors qu'il la vit. Élodie sortait du bâtiment, vêtue d'un tailleur simple mais élégant, ses cheveux légèrement plus courts encadrant son visage. Elle était encore plus belle que dans ses souvenirs, mais Gabriel remarqua immédiatement qu'elle avait maigri et que ses traits portaient la marque d'une tristesse profonde. Elle ne l'avait pas encore aperçue. Gabriel hésita. Avait-il le droit de bouleverser sa nouvelle existence? N'était-ce pas encore de l'égoïsme de sa part? Mais Élodie leva les yeux et le reconnut instantanément. Son visage se figea, et Gabriel vit passer dans ses yeux une succession d'émotions. Surprise, douleur, colère, puis une froideur douloureuse. Elle ne bougea pas, attendant qu'il fasse le premier pas. Gabriel s'approcha lentement, les mains tremblantes. « Bonjour, Élodie », dit-il d'une voix étranglée. « Monsieur Moreau », répondit-elle d'un ton neutre qui lui perça le cœur. Ils se faisaient face sur le trottoir, 2 étrangers qui avaient partagé les plus beaux moments de leur vie. Gabriel cherchait ses mots, submergé par l'émotion de la revoir. « Vous allez bien ?» demanda-t-il maladroitement. « Que faites-vous ici ?» répondit-elle sans répondre à sa question. « Je voulais vous parler, m'excuser, vous expliquer. » Vous expliquer? Elle eut un sourire amer. Il y a 3 mois, j'aurais voulu des explications. Aujourd'hui, c'est trop tard. Gabriel sentit son cœur se briser un peu plus. S'il vous plaît, Élodie, accordez-moi 5 minutes. Après, si vous le souhaitez, je disparaîtrai de votre vie pour toujours. Elle hésita, et Gabriel lut dans ses yeux qu'elle luttait contre sa propre curiosité. Finalement, elle hocha la tête. 5 minutes, il y a un café au coin de la rue.
Ils s'installèrent en terrasse, malgré la fraîcheur automnale. Élodie commanda un thé, Gabriel un café qu'il ne toucherait pas. Le silence était pesant, chargé de non-dits et de souffrance. « Alors, dit finalement Élodie, qu'aviez-vous de si important à me dire ?» Gabriel prit une profonde inspiration. « Que j'ai eu tort, que vous avez eu raison de me haïr, que mes intentions étaient bonnes, mais que cela n'excuse rien. » « Vos intentions ?» Elle releva la tête, les yeux brillants. « Quelles intentions, monsieur Moreau? Vous amusez avec une serveuse naïve ?»« Non !» Gabriel se pencha vers elle, suppliant. « Je vous aimais, je vous aime encore. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous protéger. » « Me protéger de quoi? De la vérité? De savoir qui vous étiez vraiment? De mon monde !» explosa Gabriel. « De ma famille, de ma classe sociale, de tous ces gens qui vous auraient méprisé parce que vous n'étiez pas né dans un château. » Élodie le regarda longuement, puis secoua la tête avec tristesse. « Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? »« Quoi? Le problème n'était pas que vous soyez riche, Gabriel. Le problème était que vous m'ayez menti, que vous ayez décidé pour moi, que vous m'ayez traité comme une enfant incapable d'affronter la réalité. » Gabriel baissa la tête, accablé par la justesse de ses paroles. « J'avais peur, avoua-t-il, peur que vous me voyiez différemment, peur de redevenir Gabriel Moreau, l'héritier froid et calculateur. Avec vous, j'étais juste moi. Mais qui êtes-vous vraiment ?» demanda Élodie doucement. « Monsieur G, l'homme tendre et attentionné? Ou Gabriel Moreau, le millionnaire qui se joue des sentiments d'une pauvre fille? Je ne sais plus. » murmura Gabriel. « J'ai passé ma vie à jouer des rôles que j'ai fini par ne plus savoir qui j'étais vraiment. » Élodie but une gorgée de thé, le regard perdu vers la place historique. « Vous savez ce qui m'a fait le plus mal ?» Gabriel attendit, redoutant sa réponse. « C'est de réaliser que l'homme dont j'étais tombée amoureuse n'existait pas. Monsieur G était un mensonge, et je ne sais pas si Gabriel Moreau est capable d'aimer comme il aimait. » Cette phrase acheva de briser Gabriel. « Si, chuchota-t-il, et il en est capable, je vous le promets. Vos promesses. » Élodie sourit tristement. « Comment pourrais-je encore y croire ?» Gabriel sortit de sa poche une enveloppe qu'il posa sur la table. « Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande juste de lire ceci quand je serai parti. » Élodie regarda l'enveloppe sans la toucher. « Qu'est-ce que c'est ? Une lettre. Tout ce que j'aurais dû vous dire depuis le début. Et autre chose. Des documents concernant la bourse que Margot a obtenue. » Les yeux d'Élodie s'élargirent. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Lisez, » dit simplement Gabriel en se levant. « Et vous comprendrez que même si j'ai tout fait de travers, mes sentiments pour vous ont toujours été vrais. » Il déposa quelques billets sur la table et se dirigea vers la sortie. À mi-chemin, il se retourna. Élodie, elle leva les yeux vers lui, et Gabriel crut voir une fissure dans sa cuirasse de froideur. « Je vous aime, » dit-il simplement. « Je vous aimerai toujours, même si vous ne pouvez plus me pardonner. » Il sortit du café, laissant Élodie seule avec l'enveloppe et ses pensées troublées. Pour la première fois depuis 3 mois, Gabriel avait dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Maintenant, il ne pouvait plus qu'espérer qu'Élodie trouve en elle la force de lire ses mots, et peut-être un jour de lui donner une seconde chance. Car Gabriel Moreau venait de comprendre une vérité fondamentale. On ne protège pas quelqu'un qu'on aime en lui mentant. On le protège en lui faisant confiance pour affronter la vérité, même si elle est douloureuse. 2 mois plus tard, Gabriel était assis dans son bureau lyonnais, contemplant la pluie qui striant les vitres. Depuis sa rencontre avec Élodie à Avignon, il n'avait reçu aucune nouvelle d'elle. Il ignorait si elle avait lu sa lettre, si elle avait découvert qu'il était à l'origine de la bourse de Margot, si ses révélations avaient changé quelque chose à ses sentiments. Il avait résisté à la tentation de la faire suivre par son détective. S'il voulait prouver qu'il avait changé, qu'il respectait désormais sa liberté de choix, il devait lui laisser le temps et l'espace nécessaires. Ses affaires prospéraient. L'hôtel Lys Bleu était devenu un modèle de réussite, et Pierre Laurent lui envoyait régulièrement des photos des rénovations achevées. Mais cette réussite professionnelle ne comblait pas le vide béant qu'Élodie avait laissé dans sa vie. Son assistant frappa à la porte. « Monsieur Moreau, vous avez une visite, une demoiselle Martin. » Le cœur de Gabriel s'arrêta. « Élodie, ici ?»
Il se leva précipitamment, lissant sa veste, tentant de maîtriser les battements affolés de son cœur. Mais c'est Margot qui entra dans le bureau, souriante et rayonnante. Gabriel eut du mal à cacher sa déception, même s'il était sincèrement heureux de revoir la jeune sœur d'Élodie. « Bonjour, monsieur Moreau », dit-elle avec un sourire espiègle. « Vous permettez que je vous appelle Gabriel? Après tout ce que vous avez fait pour nous, les formalités me semblent déplacées. » Gabriel lui indiqua un fauteuil, intrigué par sa présence. « Margot, quelle surprise! Comment allez-vous? Votre stage parisien? »« Formidable !» s'exclama-t-elle. « Grâce à cette bourse miraculeuse, j'ai pu travailler avec les meilleurs pâtissiers de Paris. Et devinez quoi? On m'a proposé un poste permanent dans une pâtisserie de Saint-Germain. » Gabriel sourit sincèrement. « C'est merveilleux. Vous le méritez amplement. Merci. Mais je ne suis pas venu pour parler de moi. » Le visage de Margot se fit plus sérieux. « Je suis venu parler d'Élodie et de vous. » Gabriel sentit sa gorge se nouer. « Comment va-t-elle? Physiquement? Bien. Elle travaille dur. Elle s'épanouit dans son nouveau poste. Mais moralement, Margot secoua la tête. Elle souffre, Gabriel. Elle souffre autant que vous, j'en suis certaine. Elle a lu ma lettre? Oui. Et elle a pleuré en découvrant que vous étiez derrière ma bourse. Elle a compris que malgré vos mensonges, vos sentiments étaient sincères. » Gabriel se pencha vers elle, avide de chaque détail. « Et alors elle est terrorisée, avoua Margot. Terrorisée de vous refaire confiance. Terrorisée de souffrir encore. Elle dit qu'elle ne sait plus faire la différence entre Gabriel Moreau et Monsieur G. » Gabriel baissa la tête, accablé. « Je comprends. J'ai détruit sa confiance. »« Non, » dit fermement Margot. « Vous l'avez ébranlée, mais pas détruite. Sinon, elle n'aurait pas gardé ceci. » Elle sortit de son sac un petit objet que Gabriel reconnut immédiatement. Le galet lisse qu'ils avaient ramassé ensemble sur la plage de Collioure le jour de leur premier baiser. « Elle le porte toujours sur elle, » murmura Margot, « comme un talisman. » Gabriel prit le galet, submergé par l'émotion. « Pourquoi me montrez-vous cela? Parce qu'Élodie est trop fière pour faire le premier pas. Et vous êtes trop coupable pour insister. Vous êtes deux idiots qui s'aiment et qui se gâchent la vie par orgueil. » Gabriel sourit malgré sa douleur. Margot avait la franchise directe de ses 19 ans. « Que suggérez-vous? Battez-vous. Montrez-lui que Gabriel Moreau peut être aussi authentique que Monsieur J. Prouvez-lui que votre amour est plus fort que vos erreurs. » Gabriel regarda le galet dans sa paume. « Comment? Elle ne veut plus me voir. » Margot sourit mystérieusement. « Laissez-moi m'en occuper. Mais d'abord, j'ai besoin de votre promesse. » « Laquelle? Que vous ne mentirez plus jamais à ma sœur. Jamais. Même si la vérité est douloureuse. » Gabriel hocha la tête solennellement. « Je vous le promets. Plus jamais de mensonges. »« Parfait. Alors, rendez-vous demain à 17h, rue du Palais à Avignon. » « Et Gabriel? »« Oui? N'oubliez pas votre parapluie. La météo annonce de la pluie. » Le lendemain, Avignon-Gabriel arpentait la rue du Palais depuis 1 heure, le cœur battant. Margot ne lui avait donné aucun détail, lui demandant simplement de faire confiance. La pluie avait commencé à tomber, une pluie fine et persistante qui trempait ses vêtements. Il avait délibérément laissé son parapluie dans la voiture, se souvenant des mots énigmatiques de Margot. Trempé jusqu'aux os, il continuait à faire les 100 pas, guettant une silhouette familière. C'est alors qu'il la vit. Élodie remontait la rue à bicyclette, un sac à provisions suspendu au guidon. Elle portait un imperméable jaune qui la faisait ressembler à un rayon de soleil sous la grisaille. Elle s'arrêta net en l'apercevant, le visage exprimant une succession d'émotions, surprise, troublement, puis quelque chose qui ressemblait à de la tendresse, en le voyant tremper. « Gabriel, que faites-vous ici, sous la pluie? »« J'attends, » dit-il simplement. « Vous attendez quoi, vous ?» Élodie descendit de sa bicyclette, troublée. « Comment saviez-vous que je passerais par ici? »« Margot, » avoua Gabriel. « Elle m'a dit de venir. Elle pensait que nous devions nous parler. » Élodie ferma les yeux, exaspérée. « Ma sœur et ses manigances. »« Élodie, » dit Gabriel en s'approchant doucement, « j'ai quelque chose pour vous. » Il sortit de sa poche une petite boîte. Élodie écarquilla les yeux, craignant une bague de fiançailles. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » la rassura Gabriel. « Ouvrez. »
Dans la boîte se trouvait le galet de Collioure, accompagné d'un petit carton manuscrit. « Fis une promesse pour me protéger de l'amour. Mais être avec vous m'a appris qu'aimer, c'est justement se laisser toucher. Je ne vous demande pas le mariage, seulement la chance de reconquérir votre confiance. » G. Élodie lut et relut le message, les larmes se mêlant à la pluie sur ses joues. Gabriel, « Je ne suis plus Monsieur G. » dit-il doucement. « Et je ne suis plus tout à fait Gabriel Moreau non plus. Je suis quelque part entre les deux. Un homme qui a appris que l'amour vaut tous les risques. Comment pourrais-je vous refaire confiance ?» murmura-t-elle. « En me laissant vous prouver que j'ai changé. En me donnant une chance de vous aimer sans mensonge, sans faux semblant. En acceptant que je vous montre qui je suis vraiment, avec mes qualités et mes défauts. » Élodie le regardait intensément, cherchant dans ses yeux la vérité. « Et si je vous redisais oui, si je vous donnais cette seconde chance, que se passerait-il ?»« Je ne sais pas, » avoua Gabriel. « Je ne peux pas vous promettre la perfection. Je peux seulement vous promettre la vérité. Toujours. » Élodie hésita, puis fit un pas vers lui, puis un autre. Gabriel n'osait bouger, terrifié qu'un geste brusque ne brise ce moment fragile. « Vous êtes trempé, » murmura-t-elle en arrivant à sa hauteur. « Je sais, vous allez attraper froid. Cela m'est égal. Pourquoi? Parce que vous êtes là, parce que vous me parlez, parce que pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression de revivre. » Élodie tendit la main vers son visage, effleurant sa joue ruisselante. « Mon pauvre fou !» Gabriel ferma les yeux sous cette caresse. « Élodie, je vous aime. Pas Gabriel Moreau l'héritier, pas Monsieur G l'inconnu. Moi, l'homme que vous avez révélé à lui-même. Et moi, je vous aime aussi, chuchota-t-elle. Malgré la douleur, malgré la méfiance, malgré tout, je n'ai jamais cessé de vous aimer. » Gabriel ouvrit les yeux, incrédule. « Vraiment ?» Pour toute réponse, Élodie se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Un baiser salé par les larmes et la pluie, un baiser qui goûtait le pardon et la renaissance. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient trempés mais rayonnants. « Alors ?» demanda Gabriel. « Vous acceptez de recommencer ?» Élodie sourit, ce sourire lumineux qu'il avait tant manqué. « À une condition. » « Laquelle ? Plus jamais de secret entre nous. Plus jamais. »« Promis, » dit Gabriel en scellant cette promesse d'un nouveau baiser. Et tandis qu'ils s'embrassaient sous la pluie avignonnaise, Gabriel réalisa que sa vieille promesse de ne jamais se marier venait de voler en éclats. Car pour la première fois de sa vie, il avait envie de promettre quelque chose de bien plus important, une vie entière aux côtés de la femme qu'il aimait. L'homme qui avait fui l'amour par peur de souffrir venait d'apprendre que parfois il faut accepter de se briser pour mieux se reconstruire, et que l'amour véritable commence quand on cesse de se protéger pour enfin se donner entièrement.